Voici la Toyota Sienna 2024, une mini fourgonnette avec des listes d'attente de 2 ans pour en obtenir une. Aujourd'hui, on démystifie ce véhicule-là. Pourquoi c'est si difficile de se procurer une Toyota Sienna hybride? On vous présente tout ça dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Nous sommes donc en présence de la Toyota Sienna 2024. En fait, ça fait quelques années que cette Sienna est avec nous sur le marché canadien. C'est une voiture qui est uniquement disponible en version hybride, traction ou traction intégrale, et c'est un véhicule qui est en très forte demande. C'est un peu ce qu'on va démystifier aujourd'hui. C'est difficile de mettre les mains sur une Toyota Sienna. On parle d'environ 2 ans d'attente pour ceux qui en veulent une. 2 ans pour une minivan, c'est complètement capoté. Donc, merci à mon collègue Samuel de m'avoir prêté cette voiture-là pour l'essai d'aujourd'hui. On l'apprécie beaucoup. On va vous présenter toutes les patentes et gugus de la Sienna, vous parler de son économie d'essence. La Toyota Sienna est un très gros véhicule. Il fut une époque où il y avait des mini-fourgonnettes, disons, empattement court et empattement long au Québec. Là, par exemple, la Dodge Caravan et Dodge Grand Caravan. C'était il y a bien longtemps. Pontiac Montana, il y avait de versions allongées, ce genre de choses-là. Depuis environ 1 décennie et demie, voire 2 décennies, l'ensemble des mini-fourgonnettes sur le marché canadien sont dans l'espèce de configuration longue et il existe des mini-fourgonnettes de plus petit format sur d'autres marchés. Mais ici, généralement, quand on a des portes coulissantes, mini-fourgonnettes, c'est à peu près le format de la Toyota Sienna. Donc, c'est des véhicules qui sont 7 ou 8 places typiquement. Mais dans d'autres marchés, on voit des versions de ces véhicules-là, pas nécessairement la Sienna, mais qui sont disponibles 12 places. C'est capoté aussi. Donc, le véhicule d'aujourd'hui n'est pas particulièrement propre. Là, je suis désolé, on a un contexte des fois dans lequel on filme. Puis là, soit on lave l'auto, puis on arrive, puis elle est déjà sale, ou il y a 1h30 de file d'attente au lave-auto. Bref, on se débrouille avec ce qu'on a. Donc, on a la particularité d'avoir des portes coulissantes, bien évidemment, que l'on connaît bien, qui sont à commande électrique dans la Toyota Sienna. C'est le cas de la plupart des véhicules, en fait, des mini-fourgonnettes aujourd'hui. Ça facilite l'entrée pour les enfants. Mais moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ça va beaucoup moins vite que des portes manuelles. Sous le capot de la Toyota Sienna, on retrouve ce qui rend ce véhicule-là exceptionnel, et c'est la nature absolument pas exceptionnelle de son groupe motopropulseur. Donc, la Toyota Sienna est équipée du moteur 2,5 litres à aspiration naturelle à cycle Atkinson que Toyota utilise dans essentiellement tous ses véhicules de taille intermédiaire et supérieure hybrides. Donc, c'est un 2,5 litres qui produit quelque chose comme 176 chevaux, 180 chevaux, peu importe, c'est même pas intéressant, qui est combiné à une transmission ECVT qui constitue un système hybride et une batterie de généralement 1 à 1,5 kWh. Dans la Toyota Sienna d'aujourd'hui, je crois qu'on a 240 chevaux. En fait, ce système-là, on va dimensionner la taille des moteurs électriques là, en ajustant leur largeur en fonction des besoins. Donc ici, on a la version la plus grosse de ce système-là. Dans le RAV4 Prime, on a plus de puissance parce qu'on a probablement une batterie et un système là, électrique qui permet de pousser plus de puissance. Mais ici, on retrouve quelque chose de similaire à ce qu'il y a dans le Toyota Highlander hybride. Cette motorisation-là, on la reprend un peu partout. Camry hybride, RAV4 hybride, RAV4 Prime, Highlander hybride, Venza, Toyota Crown, essentiellement tout ce qui a un moteur 2,5 litres hybride de Toyota, c'est ce qu'on retrouve ici. Et ce qui fait que cette mécanique-là est aussi économique. On parle ici de 6,7 litres au 100 km combiné route-autoroute. Selon l'EPA, et c'est légèrement supérieur pour la version qui n'est pas à traction intégrale. Mais là, on est vraiment là, dans des petits chiffres, donc moins de 7 litres au 100. Ce qui rend ça possible, c'est le fait que le moteur 2,5 litres Toyota est le moteur thermique le plus efficace au monde. C'est quand même un véhicule ou un moteur là, qui est avec nous depuis environ 5 ans, qui n'a pas été encore détrôné à ce titre-là. Donc, on part d'un moteur thermique très efficace et on lui allie le système hybride. Donc, en ville, le système hybride nous amène une excellente économie d'essence, là où typiquement un moteur thermique, même s'il est très efficace, ne performera pas bien en termes d'économie. Et sur l'autoroute, à vitesse constante, mais là, ce moteur-là entre dans sa plage de régime très efficace,
jusqu'à 41 % d'efficacité thermique, donc 41 % de l'énergie de l'essence est transmise aux roues, alors que dans un modèle normal thermique, là, historiquement, on dit qu'un moteur essence a une efficacité d'environ 30 %. Les moteurs diesel vont chercher jusqu'à 50 % d'efficacité thermique. Donc, sur l'autoroute très économique, 6,7 litres au 100, grâce au moteur thermique. En ville, 6,7 litres au 100 grâce au système hybride. Et c'est là, en fait, qu'on va chercher l'intérêt pour ce véhicule-là. Très grosse voiture, excellente économie d'essence en ville. Qui veut une Toyota Sienna? Les chauffeurs de taxi et de Uber, en fait. Ils se les arrachent parce que cette voiture-là est plus économique, par exemple, qu'un RAV4 régulier, là, thermique, que bien des voitures, même compactes, qui sont typiquement utilisées pour faire du transport de personnes. Mais on a un véhicule beaucoup plus gros. Donc, en fait, on peut emporter plus de gens, entrer dans une catégorie différente là, de véhicules au niveau des transports et donc de charger plus d'argent. Donc, essentiellement, c'est toujours de l'argent. Ça coûte moins cher à rouler que d'autres voitures, par exemple qu'un VUS compact comme un RAV4 thermique, mais on peut charger plus cher, donc on fait plus d'argent et c'est ça qui fait que tout le monde se les arrache, surtout les chauffeurs de taxi, et ainsi, il y en a peu qui sont disponibles pour les gens normaux, les familles qui veulent en acheter. Et les listes d'attente, c'est environ 2 ans d'attente. Donc, le secret est ici, mais en même temps, c'est une mécanique qu'on connaît depuis 5 ou 6 ans chez Toyota, depuis 2019, je crois, et qui fait des choses exceptionnelles. Dans la Camry hybride, on est capable d'aller chercher là, un 4,4 litres au 100 km, ce qui est vraiment exceptionnel. Dans un RAV4, quelque chose comme 5,7. Et ici, dans les plus gros véhicules, on est aux environs de 6,5 à 7 litres au 100, que ce soit la Sienna ou le Grand Highlander hybride qui partagent la même mécanique. Ce que l'on ne retrouve pas sous le capot de la Toyota Sienna, ce sont des vérins pneumatiques pour maintenir le capot en place lorsqu'il est ouvert. Et puis là, ça fait 2 Toyota aujourd'hui que je revois. En fait, il y a la Prius Prime qu'on vient de faire et celle-ci. Puis honnêtement, ça commence à être désagréable dans un véhicule de plus de 40 000 de ne pas avoir de petits vérins. Là. Puis vous êtes encore avec la baguette, là, comme si vous aviez un Honda Civic 1992. Toyota, je crois que c'est le temps, là, enfin. Là. Disons, pour 2025, on peut-tu se donner l'objectif, dans tous les véhicules de plus de 40 000 d'avoir des vérins? Peut-être, s'il vous plaît. Merci. Il fut un temps, il y a environ 20 ans, où les mini-fourgonnettes avaient un plancher plat et des sièges qui étaient fixés sur le dessus. Mais depuis l'avènement des Stow & Go de la fameuse Grand Caravan, on a maintenant des véhicules en fait qui sont beaucoup plus optimisés au niveau de l'espace. Donc, dans le Toyota Sienna, on a un coffre qui est très profond lorsque la 3e rangée est relevée. Je peux presque me tenir debout, en fait, dans le coffre de la Toyota Sienna. Et c'est là, en fait, qu'on a quelque chose d'exceptionnel que les grands VUS, même le Grand Highlander, n'ont pas, ce qui est un volume de coffre énorme, même lorsque la 3e rangée est relevée. En fait, je dis ça, le Grand Highlander a quand même un coffre très volumineux, mais au niveau de la hauteur là, de l'espace, c'est quand même surprenant. Je suis pas mal convaincu qu'on pourrait mettre ici 2 vélos avec évidemment les roues retirées dans cet espace-là, derrière la 3e rangée, ou énormément de bagages. Donc ça, c'est vraiment très bien. Évidemment, il est possible de rabattre ces sièges-là. C'est drôle, ça me fait penser un peu à un mécanisme d'un avion. Là, vous voyez, on a toutes les instructions, des grosses poignées avec des gros numéros, mais tout ça, c'est fait pour que ça se fasse assez facilement. Donc en fait, il suffit de prendre la poignée ici, et le siège se rabat. Même chose de l'autre côté. Et puis, le siège aussi est rabattu. Et là, ça nous donne un très grand coffre. Donc, évidemment, les minivans, c'est souvent des véhicules qui sont utilisés par des gens qui ont besoin de la 3e rangée, ce qu'un VUS intermédiaire n'offre pas généralement, où on a une 3e rangée là, qui est assez petite. Mais ici, on a vraiment énormément de volume derrière la 3e rangée. Donc, si on utilise seulement la 2e, là, on a énormément d'espace. Et ça vient aussi à un prix qui est évidemment inférieur à celui d'un Grand Highlander. Nous voici maintenant à bord de la Toyota Sienna.
Fait intéressant à noter, le véhicule qu'on essaie aujourd'hui, c'est une version LE de base. Là, je vais vous faire un peu un historique là, en fait, de mon interprétation qui n'est pas basée sur aucun document corporatif de Toyota des niveaux d'équipement de Toyota. Historiquement, si on part d'il y a 20 ans, Corolla, il y avait VE, Value Edition, CE, Comfort Edition, LE, Luxury Edition, donc édition valeur, confort et luxe. Et historiquement, jusqu'à une certaine époque, les modèles LE étaient les modèles Toyota les plus luxueux, à l'exception de certains modèles Limited ou autres versions spéciales. Peut-être des SE pour les versions sport ou édition spéciale. Puis là, avec le temps, il y a comme eu une... C'est comme s'il y a eu, comment on dirait bien ça, comme un réajustement. C'est comme si les modèles du bas disparaissent. Il y en a toujours d'autres qui s'ajoutent en haut, de sorte qu'aujourd'hui, une version LE, qui était historiquement la plus luxueuse de son segment ou de son modèle, est la version de base. Et donc, nous avons la version de luxe, qui est aussi la version de base. Il y a aussi des XLE et des Limited et des SE. Donc, j'imagine que LE Luxury Edition, XLE Extreme Luxury Edition, SE Special Edition, Sport Edition, XSE, peu importe ce que ça veut dire en version extrême ou extra. Bref, LE, aujourd'hui, c'est souvent les versions de base, sauf peut-être quelques exceptions. Je ne suis pas certain que la Corolla L est toujours disponible. BZ4X LE, c'est la version de base. Il y avait un L l'an dernier. Donc, on a quand même des surfaces moussées, ce qui est quand même bien pour une version de base, des accents qui imitent le bois, mais qui sont en plastique. Et on a un niveau d'équipement qui est quand même adéquat, en fait, là, au niveau de la Toyota Sienna en version LE. Puis ce que je dis, c'est aussi vrai pour le Highlander LE. Il ne manque pas vraiment d'équipement. Donc, il y a tout ce dont vous avez besoin dans un véhicule, pas plus, mais tout ce dont vous avez besoin. Et au niveau de la finition intérieure, quand même, Toyota a fait un effort pour minimiser les plastiques durs. Il y en a ici, mais ceux qu'on touche le plus, évidemment, ce sont des surfaces moussées. Alexandre serait au paradis en conduisant ce véhicule-là. Au niveau du système d'infodivertissement, on a un écran qui est quand même de taille acceptable. Ceci étant dit, il y a des boutons qui sont intégrés au panneau de l'écran, ce qui nous donne l'impression que Toyota a conçu le panneau en fonction de la taille d'un écran standard ou celui qu'ils aimeraient vous vendre, et ils ont ajouté une version plus petite de l'écran pour le modèle en fait de base. Bon, écoutez, c'est la réalité. Si ça leur permet d'offrir un modèle moins cher ou de mieux segmenter leur marché de sorte que ce modèle-là fait du sens pour eux, alors qu'il est beaucoup moins dispendieux, évidemment, qu'une version plus équipée, ça me convient, je ne vois pas de problème avec ça. Nous avons beaucoup de rangements à l'intérieur de la Sienna. Évidemment, c'est un véhicule familial, c'est ça à quoi il est destiné, mais on a du rangement dans les portes, on a une console centrale avec énormément de rangement, on a beaucoup d'espace, en fait, sous la console centrale ici. Je vous ai toujours dit que j'adorais le fait qu'on pouvait mettre un petit poulet chaud dans l'espace à cet endroit-là de la Chevrolet Bolt, mais ici dans la Sienna, écoutez, si vous trouvez une épicerie qui vend des dindes prêtes, là, chaudes, barbecue, ça va rentrer. Vraiment intéressant. Il faut y penser. Hein? Ça n'existe pas, ce concept-là. Je prends les droits. On a aussi beaucoup d'espace, en fait, là, sur le tableau de bord. Bon, évidemment, on a le coffre à gants, beaucoup de rangements dans les portes. Donc, Toyota, je crois, a quand même bien identifié les besoins là, des gens qui choisissent d'acheter cette voiture. Ce qui fait intéressant aussi, évidemment, on a des sièges chauffants à l'avant dans ce véhicule-là. Donc, Toyota, maintenant, dans la plupart des véhicules de base, là, va avoir au moins les sièges chauffants à l'avant, ce qui est quand même une touche de confort appréciable au Canada. Petite critique au niveau du système d'infodivertissement. Samuel me disait qu'il n'a pas été en mesure de connecter son téléphone Android Auto sans fil dans le modèle d'aujourd'hui, mais il y a des modèles plus équipés dans lesquels c'est disponible. Là, je n'ai pas été faire des vérifications en détail. J'assume que c'est la réalité. Puis, c'est un problème auquel des gens ont trouvé des solutions. Donc, c'est possible d'acheter un petit outil, petit dongle USB
qu'on branche dans la prise USB qui, lui, va rendre disponible Android Auto sans fil, donc va établir la connexion sans fil avec votre téléphone. Évidemment, il y a le Bluetooth qui fonctionne. Donc ça, c'est peut-être une petite critique de Toyota, là. Personnellement, moi, je crois que tous les véhicules aujourd'hui vendus en 2024, peu importe leur prix ou leur niveau d'équipement, devraient au minimum offrir la connexion sans fil Android Auto et Apple CarPlay, bien que ce soit raisonnable de ne pas avoir, par exemple, la navigation qui fonctionne sans le téléphone ou certaines autres fonctionnalités de plus qui sont connectées sans le téléphone. Fait intéressant au niveau de la Toyota Sienna, les bancs sont montés sur un rail et c'est possible de les faire glisser vraiment là, sur une distance que j'ai jamais vue dans une minivan. Évidemment, ça permet aussi d'accéder aux places arrière, donc on peut les avancer et rabattre le siège. Le siège du milieu, qui est plus un siège d'appoint, en fait, va être connecté avec le siège passager côté gauche. Nous voici maintenant assis à l'arrière de la Toyota Sienna LE. Ici, le siège est reculé au maximum, mais on peut évidemment le déplacer comme ceci. Et on a en position reculée énormément d'espace pour les jambes. Évidemment, on a quelque chose comme 45-50 cm d'espace. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment énorme, mais ça maximise l'espace. On n'a pas besoin de la troisième rangée. On retrouve ici des porte-gobelets, beaucoup de rangements. C'est une configuration très standard là, de mini fourgonnette, donc rien de bien spécial. 2 prises USB, pas de prise par exemple 110 volts 1500 watts. Il faut se rappeler qu'on est en présence d'une version de base. Peut-être fait que, je pense que c'est juste important de le noter, ce n'est pas nécessairement une critique, c'est plus le choix de cet intérieur-là. Ici, le siège central, c'est vraiment plus comme un siège d'appoint. Ceci étant dit, ce n'est pas un modèle où est-ce qu'on va fournir du divertissement aux enfants, que ce soit par la présence d'écran ou de choses comme ça. Disons que c'est un modèle, fournissez votre iPad ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres modèles qui sont mieux équipés d'ailleurs au niveau des mini-fourgonnettes pour les familles. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que la Kia Carnival est un meilleur choix en termes d'équipement et d'intérieur. Et ils ont probablement raison. Au niveau de la Sienna, c'est vraiment pour l'économie d'essence qu'on choisit ce modèle-là, qui est beaucoup plus économique qu'une Kia Carnival. Donc, ça dépend de vos priorités. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de modèle sur le marché qui combine l'économie d'essence de la Toyota Sienna avec les avantages pour la famille de la Kia Carnival. Je suis maintenant assis à la troisième rangée de la Toyota Sienna. Bon, évidemment, configuration standard de minivan, on est capable d'asseoir des adultes ici, même avec les bancs de la deuxième rangée qui donnent un bon dégagement. On a le seuil des genoux relativement relevé. Donc, je vous dirais que on peut asseoir des adultes ici pour des courtes, moyennes distances. Très longues distances, un peu décevant parce qu'on a là, les genoux qui sont plus relevés. Évidemment, pour des enfants à longue distance, il n'y aura pas de problème. Ce que je m'attendais à voir dans la Toyota Sienna, en fait, c'est un gain au niveau de l'espace dans la troisième rangée par rapport au Toyota Grand Highlander. Mais ce que je réalise en étant assis ici à la troisième rangée de la Sienna, c'est que au niveau de l'espace, le Grand Highlander en offre autant à la troisième rangée que la Sienna. Du moins, c'est ma perception. Et donc, ce véhicule-là se veut vraiment là, une alternative au minivan. Ceci étant dit, le prix d'un Grand Highlander hybride est environ 10 à 15 000 $ de plus qu'une version équivalente de la Toyota Sienna. Donc, ce véhicule-ci demeure le choix pour les familles qui veulent avoir l'économie d'essence et l'espace de la Sienna sans avoir à payer le prix d'un Grand Highlander. Personnellement, j'ai vraiment un faible pour le Grand Highlander et ce qu'il offre, mais la Toyota Sienna va en faire tout autant en ville pour les familles à un prix qui est inférieur. Nous voici maintenant au volant de la Toyota Sienna 2024. Je me suis mis en mode EV, donc ça devrait nous permettre de parcourir une petite distance là, de l'ordre de peut-être 1 km en mode purement électrique grâce à l'énergie qui est emmagasinée dans la batterie, qui est évidemment là seulement pour parcourir des petites distances et nous optimiser. Bon, ça a pris
quoi 200 mètres et le moteur thermique s'est activé. C'est évidemment un véhicule qui est électrifié, mais qui n'est pas un véhicule électrique et donc il est normal que le moteur thermique embarque. On est en hiver, on vient de passer un hiver assez court. La moyenne de consommation de la voiture que j'ai récupérée aujourd'hui, c'était 7,5 litres au 100 km. Consommation affichée par l'EPA ou Enercan, on est de l'ordre de 6,7 litres au 100 km. Donc, évidemment, un peu plus, là, des fois en consommation réelle. Ça reste tout de même un véhicule très économique. Vous savez, je conduis un VUS compact au quotidien et en hiver, petite distance, me rendre au travail et tout, je fais plus, mais évidemment, vraiment plus que 10 litres au 100 km. Donc, c'est là que la motorisation hybride vient vraiment nous aider en ville et entre autres l'hiver. Au niveau des impressions de conduite, bon, si on accélère, là, puis je n'accélère pas violemment ici, là, je suis très loin d'être au fond, le moteur va monter en régime rapidement. C'est une CVT, c'est normal, mais c'est un moteur qui est un peu bruyant. C'est un peu... Je ne saurais pas comment décrire la conduite d'un véhicule hybride Toyota avec la eCVT. Je pense qu'on a été chercher énormément d'efficacité, d'efficience, mais au niveau des sensations de conduite, ben, c'est quand même moins agréable parce qu'on a le régime et le moteur qui monte haut en régime, mais on n'a pas non plus la sensation d'accélération qui vient avec ou les changements de régime par la suite. On va juste appliquer un régime X et y rester, transmettre la puissance, changer le ratio. Donc, à ce niveau-là, pas parfait. Mais écoutez, si vous achetez une Toyota Sienna, ce n'est certainement pas pour l'agrément de conduite, c'est pour l'espace et pour l'efficacité de ce véhicule-là. On a une suspension qui est très molle. Là. Quand on prend des bosses, des dos d'âne, ce genre de choses-là, on sent que c'est un peu sous-amorti. Donc, à notre bosse, on va la sentir plus que pour un cycle de compression, décompression de la suspension parce qu'on n'a pas des amortisseurs qui amortissent énormément. Évidemment, on a la traction intégrale, donc ça va vous permettre, là, dans des situations où la chaussée est glissante, d'avoir plus de contrôle, de passer dans le petit banc de neige en sortant de la maison. Mais on a des pare-chocs qui sont très bas sur la Sienna, donc il faut faire attention, évidemment. Ce n'est pas un VUS. Si vous en voulez un, Grand Highlander. La conduite à vitesse d'autoroute, là, c'est très stable, il n'y a vraiment aucun problème. L'autonomie, c'est vraiment impressionnant dans ce véhicule-là. En ce moment, il y a 110 km de parcours, il nous reste 850 km à réaliser sur ce réservoir-là, donc c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Je réalise que j'ai relativement peu de choses à dire sur la conduite de la Sienna. C'est une minivan. Écoutez, j'ai pas de minivan. Si j'avais une minivan, ce serait probablement une Sienna. C'est la réalité. C'est une espèce de voiture qui est pas en perdition, là, mais qui est en perte de vitesse extrêmement notable au profit des gros VUS intermédiaires et VUS pleine grandeur dans notre marché. Puis, moi, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose, là, parce qu'il y a clairement un besoin auquel répond ce véhicule-là. Puis les VUS amènent quelque chose que les gens n'ont pas tous de besoin. Fait que, voilà, c'est moins cher. Si vous avez besoin de l'espace, choisissez la Sienna. Si vous avez besoin de la VUS, allez-y vers autre chose. Mais ça va répondre pour vrai aux besoins de la plupart des gens. Pendant des décennies, ça a été le type de véhicule que les familles se procuraient. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus sur le marché. C'est des véhicules qui se sont embourgeoisés, qui sont devenus assez dispendieux, trop dispendieux à mon avis. Une version de base devrait être aux environs de 40-42 000 $, surtout qu'on se rapprocherait du prix de la Kia Carnival. On n'a pas de niveau d'équipement supérieur pour le justifier. Je pense qu'on a juste l'économie d'essence puis le nom de Toyota qui est associé à ce véhicule-là. Au niveau de la fiabilité, évidemment, on s'attend à ce que ce véhicule-là soit un monument de fiabilité puisqu'il y a une mécanique qui est éprouvée, qui est avec nous depuis 5-6 ans, puis qui est basée sur des choses que Toyota a faites depuis bien longtemps. Pour entrer un peu plus dans le technique, là, parce que là, ça, moi, ça m'intéresse. Les voitures électrifiées Toyota, donc hybrides et hybrides branchables,
sont des moteurs qu'on appelle sans courroie. Donc, typiquement, sur un moteur essence, vous avez une courroie qui va distribuer la puissance à un certain nombre d'accessoires que sont la pompe à eau, la pompe de servo-direction, le compresseur d'air climatisé et un certain nombre d'autres potentiels accessoires. Donc, cette courroie-là est toujours à remplacer après à peu près une dizaine d'années, simplement parce qu'elle est sèche, avant qu'elle ne brise, parce que si elle brise, ça peut causer des problèmes. Donc, ce que Toyota a choisi de faire, c'est qu'en ayant une mécanique, puis un groupe motopropulseur qui incorpore une batterie et donc beaucoup plus de puissance électrique que dans un véhicule normal qui serait seulement équipé d'une batterie 12 volts, on vient utiliser une partie de cette puissance-là qui est générée par le moteur converti sous forme d'électricité par le système hybride. On vient l'utiliser pour alimenter un compresseur d'air climatisé qui est électrique, une pompe à liquide de refroidissement à eau qui est aussi électrique. On a un certain nombre d'accessoires, évidemment la direction électrique. Il y a certains de ces modules-là qui seront déjà électrifiés, alimentés par un moteur électrique dans des voitures conventionnelles qui ne sont pas hybrides. Mais ici, on va un peu plus loin chez Toyota. On a été jusqu'au bout et on a pu éliminer entièrement la courroie. Donc, pas de courroie, ce qui va limiter l'entretien, cet entretien-là du remplacement de la courroie, mais pas que, parce que normalement, c'est le moteur qui dictait la vitesse de rotation de ces différents équipements-là. Ainsi, votre compresseur d'air climatisé tournait même en hiver. Il y a une perte d'efficacité à cause de ça et ça peut causer une usure prématurée de les utiliser lorsque ce n'est pas requis. Bref, on élimine l'usure prématurée et on permet en fait de optimiser leur fonctionnement. Donc, on ne les utilise pas quand on n'a pas de besoin, mais on peut les solliciter plus aussi au besoin. Si on veut refroidir plus la voiture, on peut accélérer le régime de la pompe ou le réduire, ce genre de choses-là. Bref, on vient augmenter la fiabilité du véhicule. Dans une voiture à traction intégrale aussi, il y a typiquement un arbre de transmission qui transmet la puissance des roues avant aux roues arrière. Mais dans un véhicule hybride Toyota traction intégrale, on vient utiliser un moteur électrique à l'arrière, il n'y a pas d'arbre. Et ça, c'est une composante qui, normalement, après une longue vie, un genre de 200, 250, 300 000 km, peut être à remplacer parce que les joints viennent user. Bien là, il n'y en a pas, donc pas de problème à ce niveau-là. Nous voici maintenant arrivés à la fin de notre épisode sur le Toyota Sienna 2024. La version qu'on essayait aujourd'hui, c'est un LE à traction intégrale et son prix, c'est 49 700 $ de base, ce qui est environ 8 à 9 000 $ de moins qu'un Toyota Grand Highlander XLE à traction intégrale. Il y a une version traction de la Sienna qui est disponible pour 2 000 $ de moins. Personnellement, rendu là pour un écart de prix d'environ 4 % entre les deux modèles, je crois que ça ferait aucun sens de choisir le modèle à traction. Le modèle à traction intégrale conservera une valeur de revente plus élevée. C'est un véhicule qui a déjà une excellente valeur de revente. Mais en général, dans les produits Toyota où il y a une version à traction intégrale qui est disponible, puis c'est vrai en fait pour la plupart des véhicules, quand on a un 2 à 3 000 $ d'écart, on conserve cette valeur-là comme si elle ne dépréciait pas sur une période de 10 à 15 ans. C'est complètement fou. Choisissez toujours la version à traction intégrale lorsqu'elle est disponible et qu'il n'y a pas un compromis significatif, par exemple, au niveau de l'économie d'essence. Donc, un excellent véhicule pour la famille, plus cher qu'avant, quand même assez dispendieux. On parle d'environ 10 000 $ de plus qu'une Kia Carnival en version de base. Dans les deux cas, la disponibilité des versions de base, des fois, c'est discutable, mais bon, beaucoup d'attente, à peu près 2 ans d'attente pour une Toyota Sienna. Mais si vous avez besoin d'une minivan et que vous pouvez vous permettre d'attendre et que le prix vous convient, bien, je vous incite à y aller. Beaucoup plus que la version PHEV de la Pacifica, qui n'est pas un véhicule qu'on recommande. Sa consommation d'essence en mode hybride est absolument atroce. On parle de du 13-14 litres au 100. On en a essayé une d'ailleurs. Donc, touchez pas à ça. Vous avez deux choix, c'est la Sienna ou la Carnival, à la limite la Odyssey, mais généralement, équipement-prix, rapport qualité-prix pour l'équipement, la Carnival, économie d'essence imbattable, la Toyota Sienna, c'est définitivement un véhicule qui a sa place sur notre marché. Ceci étant dit, je vais faire une prédiction. D'après moi, d'ici la fin de la décennie, la Sienna est out et ce sera le Grand Highlander qui aura pris sa place parce que c'est un véhicule
certainement plus profitable pour Toyota. Il n'a pas de raison de coûter plus cher à fabriquer que la Sienna. Et il se vend plus cher simplement parce que c'est un VUS. Donc, si vous voulez une Sienna, dépêchez-vous. Un jour, il n'y en aura peut-être plus. C'est ma prédiction, c'est pas Toyota qui dit ça. C'est disponible, bien pas disponible, mais vous pouvez en commander une. On recommande la version de base, là, LE à traction intégrale. C'était Gabriel pour plus de millage. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore abonné à plus de millage, on vous invite à vous abonner. Cliquez pour la petite cloche la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis j'aimerais ça avoir dans vos commentaires parce qu'on fait évidemment beaucoup d'électrique, mais il y a certaines catégories où il y a peu ou pas de véhicules qui sont réellement soit des véhicules électriques à batterie ou des véhicules hybrides branchables. Le segment des mini-fourgonnettes, c'en est un. Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos comme ça? Si vous croyez que c'est atroce de parler de véhicules qui sont ne serait-ce qu'équipés d'un moteur thermique, bien écoutez, vous avez le droit de nous le dire dans les commentaires aussi. On se dit à la prochaine.